Bonjour à tous. Idriss Déby Itno est mort comme il avait vécu en soldat. Ce n'est pas si courant qu'un maréchal meure au combat, c'est même tout à fait exceptionnel. Et c'est une belle fin, après tout, que de mourir les armes à la main quand on a chevauché, qu'on a voulu avoir qu'on avait cette vocation de guerrier et qu'on l'assumait. Le président tchadien est tombé au front, en première ligne, pour stopper une colonne rebelle, une de plus, qui arrivait de Libye. On ne sait pas très bien, en fait, quand, comment, les circonstances précises de cette disparition. Mais on doit le respect aux morts, et puis on doit la vérité aux vivants. On va donc parler de la disparition de Déby, des conséquences que ça aura, des conséquences que ça a. On va parler de la relation franco-africaine. Et ça tombe bien, on va en parler avec Antoine Glaser, qui publie ce livre qui est... alors c'est un livre formidable. D'abord, c'est le énième livre d'Antoine Glaser sur la France-Afrique. C'est à peu près le 10e. Et alors, il est écrit avec Pascal Hérault, qui est un confrère, excellent confrère, qui travaille pour un quotidien qui s'appelle... L'Opinion. L'Opinion. Et vous avez les mêmes opinions entre, finalement, Pascal Hérault et Antoine Glaser. Pascal Hérault, il connaît bien le Maghreb, les banlieues. Il y avait tout un volet. Voilà. On se complétait totalement. On va y venir. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez écrit une dizaine de livres, dont celui-ci, qui est consacré à la politique africaine d'Emmanuel Macron. Et vous les avez toujours écrits à quatre mains, presque tous. Non, alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes à moitié paresseux, ou est-ce que ça veut dire qu'il fallait être deux pour s'attaquer à Jupiter, tel qu'il préside à l'Élysée? Je pense toujours qu'on ne peut pas, sur des sujets comme ça, on a absolument besoin d'être complémentaires sur ce genre de sujet. Par exemple, sur ce bouquin, Le piège africain de Macron, c'est vrai que Pascal Hérault, moi j'ai travaillé très longtemps sur uniquement l'Afrique subsaharienne. Pascal Hérault, il a pas mal travaillé sur tout ce qui est le Maghreb et surtout les diasporas du Maghreb en France. Et il y avait un chapitre aussi sur la réforme de l'islam. Et voilà, quand j'ai travaillé avec Thomas Hoffnung, moi, j'allais voir les voyous, et lui, il a fait l'IHEDN, il allait voir les officiels. Moi, je faisais les officieux. C'est l'avant-dernier livre. Voilà, quand les dirigeants... il faut toujours. Mais j'ai quand même fait Africa-France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu, j'ai fait ça tout seul. Arrogant comme un Français en Afrique, j'avais besoin de personne. Si, quelques confrères journalistes, pour avoir l'illustration sous les yeux. Non, c'est le livre avec Thomas Hoffnung, c'est Nos chers espions. Bon, on va sortir de la cuisine interne. Mais c'est quand même assez curieux d'écrire ces grands livres. C'est un livre qui vous a pris 2 ans. Si vous l'avez écrit tout seul, ça vous aurait pris 6 mois. Mais très honnêtement, moi j'aime bien travailler à deux, échanger. J'aime bien échanger. Oui. J'aime bien échanger. Mais chacun écrit sa propre partie, et après vous les... Oui, ça veut dire chacun, on se répartit un peu les chapitres, et ensuite, quand on a un certain nombre d'informations et autres, à ce moment-là, on les intègre dans les chapitres de l'autre. C'est un livre très complet, évidemment, et il y a, à la fin de l'ouvrage, il y a une postface après, parce qu'il faut quand même avoir le dernier mot, il y a un entretien avec Emmanuel Macron qui est très complet, il faut le dire, qui est très long, qui n'a pas été réécrit, qui est très savoureux, qui vaut vraiment la peine d'être lu, et attentivement, même si tout le reste du bouquin dit qu'il n'a passé son temps finalement à se tromper. Non mais c'est ça aussi le journalisme. Hein. Ça veut dire, voilà, on enquête, etc. Et puis on va voir la personne, on lui dit, ok, mais où est-ce que vous en êtes sur les banlieues, la réforme de l'islam, vos relations avec les autocrates africains, votre multilatéralisme qui permet d'éviter d'être en face à face avec les présidents. Pourquoi est-ce que vous détestez la France-Afrique? Pourquoi vous détestez le précaré? Pourquoi vous ne rêvez que du monde anglophone? Oui, mais tout ça, c'est des idées finalement assez à la mode depuis 15 ans. C'est les idées de sa génération, de se retrouver pendant 1h30 devant un président qui ne se retourne jamais devant ses 3 conseillers et pendant 1h30 qui développe dans les détails, très franchement, personnellement, j'ai jamais fait. Alors, bon, j'ai pas fait le même exercice ni avec Chirac, ni avec Hollande et autres, mais franchement... Pendant 1h30 comme ça, sur tous les sujets, et les sujets les plus délicats, les relations avec Alassane Ouattara, Tidjane Thiam, etc., de voir à quel point, dans les détails, il rentre, et comment il ne se retourne jamais vers ses conseillers.
C'est impressionnant. Le piège africain de Macron, c'est de faire voter pour lui Antoine Glaser, qui découvre que le président français est une bête à concours et qu'il est très bon au grand oral. Je dirais c'est un performeur. Oui. C'est un performeur. Bon, alors vous tentez de faire le bilan de sa politique qui est nouvelle. Elle est nouvelle parce que lui-même est nouveau et qu'il n'appartient pas à la génération qui a connu les colonies ou qui a connu la décolonisation. Et donc il se sent libre de cet héritage. Quand il arrive, on va parler du livre, on parle d'abord de Déby. On va d'abord parler d'Idriss Déby, parce que Idriss Déby, c'est exactement le contraire. Idriss Déby, c'est l'héritage incarné. C'est une forme militaire, une forme kaki de la France-Afrique. Hein. Oui, Idriss Déby, c'est très intéressant parce que finalement, la France l'aide à arriver au pouvoir à la fin de la guerre froide. Et je trouve ça très symptomatique. Finalement, la France, elle avait son précaré avec ce 90 à Vichy. 1990. Et c'est vrai que Idriss Déby, d'abord, je peux le dire maintenant parce que malheureusement il est décédé et de toute façon je l'ai déjà écrit dans un livre précédent, je rencontre Claude Ziberzan pour Nos chers espions en Afrique. Ancien patron, directeur de la DGSE. Voilà, Direction de la générale de la DGSE, sécurité extérieure, le renseignement DGSE. français. Et je lui dis, mais pourquoi Idriss Déby... Le premier maître espion qui se soit confessé, mis à table, et qui en ait fait un je lui dis, livre. mais pourquoi Idriss Déby, etc., etc. Il me dit, c'est simple. J'étais à N'Djamena, on était en 1990, et je savais que Hissène Habré était en train de nous faire un enfant dans le dos avec les Américains. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'ils faisaient les Américains? Il me dit, il était en train de négocier, d'installer des contras libyens, des rebelles libyens, dont d'ailleurs, je crois, le maréchal Haftar, qui n'était pas déjà maréchal, dans le sud du Tchad. Ce qui montre bien, quand on voit la continuité entre Tchad, Libye, etc. Dans le sud du Tchad, il me dit, j'ai passé 1h30 avec lui, il ne m'a pas dit un mot de ce qu'il était en train de faire. 1 millier de soldats libyens qui avaient été faits prisonniers au moment de la guerre à la frontière entre le Tchad et la Libye, où la France était effectivement très active. 1 millier de soldats qui ne pouvaient pas revenir derrière eux et qui ont donc trouvé le général Haftar à l'époque pour les commander et qui ont été entraînés par la CIA pendant des mois avant qu'ils soient transportés aux États-Unis. Et je me souviens de sa phrase qui était assez étonnante. Il me dit, quand je suis sorti de chez lui, du palais, j'ai retrouvé ma femme. Il avait avec sa femme et je lui ai dit, celui-là, je vais le dégager, sinon il va nous foutre le feu à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. En parlant d'Hissène Habré. Et je lui dis, ah bon? Il me dit oui. Et bon, on avait Idriss Déby, et on a aidé Idriss Déby, c'est vrai, il me dit, on a aidé Idriss Déby, on l'a fait descendre le long de la frontière du Soudan, et on a aidé à arriver au pouvoir en 1980. C'est vraiment notre homme. Ensuite, quelques années plus tard, en écrivant un autre livre, je vois un ambassadeur, je ne vais pas le gêner, un ambassadeur de France, au Tchad, et on parle d'Idriss Déby, tout ça, il me dit, vous savez, moi, là où il y a des militaires français, ambassadeurs de France, je n'existe pas. Il dit, j'ai tout de suite compris, j'étais au Tchad, Mitterrand m'avait nommé au Tchad, premier voyage du président tchadien qui me voyait rarement à Paris, le dîner d'État n'a pas été organisé au Quai d'Orsay, il a été organisé boulevard Mortier à la DGSE. J'ai tout de suite compris où j'étais, l'ambassadeur de France. Ensuite, pour mon premier voyage, à N'Djamena, il m'est arrivé dans un avion de ligne, j'ai vu 2 avions français, des Mirages, qui m'ont accompagné au sol, j'ai tout de suite compris où j'étais. C'était militaire. Alors, c'est vrai que ce sont des anecdotes, mais c'est pour dresser le climat. Ça veut dire à quel point c'était vraiment... Idriss Déby, c'est pas simplement qu'il rend service à l'opération Barkhane maintenant. C'est-à-dire il a toujours été... Le gendarme. Un gendarme, un fidèle. À la ligne entre la savane et le Sahel, c'est lui qui tenait. Un fidèle, voilà. Mais en même temps, c'est le seul pays dans la zone qui effectivement a une forme de stabilité. Oui. Si vous regardez les États faillis alentours, surtout, vous dites c'est une oasis. Il y avait le Soudan, il y avait la Libye, enfin, il y avait la Centrafrique. Une des rares fois que j'ai vu
Bozizé en dehors de la Centrafrique, c'est quand même à N'Djamena. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même, il a été accompagné par la France et le Tchad pour prendre le pouvoir contre Ange Félix Patassé à Bangui. Alors, quitte à réveiller effectivement toutes sortes de fantasmes, c'est vrai que l'état-major français pèse lourd en Afrique, particulièrement au Tchad. Il a accompagné Hissène Habré au pouvoir, comme il a accompagné donc Idriss Déby. Et les Tchadiens sont de vrais guerriers, ils n'arrêtent jamais. Déby s'est battu donc jusqu'à la mort, avec un courage qui n'avait d'équivalent finalement qu'une forme de, une forme de trompe. C'était une sorte de trompe-la-mort. On va voir son portrait avec Émeric Touaignon. Depuis 1990, année où il s'est installé dans le fauteuil présidentiel, à la faveur d'un coup d'État militaire, Idriss Déby est resté indéboulonnable jusqu'à ce jour. Il venait de se faire réélire pour un 6e mandat quand la mort est venue mettre un terme à son règne de plus de 30 ans à la tête du Tchad. Militaire de carrière, il intègre l'Institut aéronautique d'Omory-Lagrange de Hazebrouck en France. Devenu pilote de transport, diplômé parachutiste, Idriss Déby retourne au Tchad en 1979, en pleine guerre civile. Âgé de 29 ans, il est nommé chef d'état-major adjoint des forces armées du Nord de l'ancien président Hissène Habré. 2 ans plus tard, Idriss Déby est promu commandant en chef des forces armées nationales tchadiennes. Très vite, le fils de berger, issu du clan des Bidéates, monte en grade et devient colonel après 1 an de formation en France. De retour au pays, Hissène Habré le place au poste de conseiller à la présidence de la République, chargé de la défense et de la sécurité. Mais sa relation avec le président d'alors prend un coup en avril 1989. Déby et 2 autres hommes sont accusés de complot contre l'État. Il réussit à s'enfuir au Soudan, prend la tête d'une rébellion et finit par renverser Hissène Habré le 1er décembre 1990. Devenu le nouvel homme fort du pays, il engage le pays dans un processus électoral et se fait réélire officiellement en 1996. Depuis, Idriss Déby a enchaîné les mandats. Il a été fauché par la mort au lendemain de sa réélection pour un 6e mandat. Alors, ce que ne dit pas ce sujet, mais qu'on pourrait rajouter comme contrepoint, c'est que le Tchad, tous les Tchadiens ne sont pas militaires. Il y en a les 3/4 d'entre eux qui sont analphabètes. Il y en a 80% qui vivent avec moins d'$1 par jour et 90% qui sont au chômage. Parce que, malheureusement, ils ne sont pas militaires. Dans un pays qui tire 140 000 barils de pétrole par jour, qui a de l'or, de l'uranium, etc. Est-ce à dire que l'effort qui a été fait pour avoir un appareil de défense aussi puissant a totalement plombé le reste de l'économie? Absolument. Je veux dire, quand on voit, c'est la même chose, l'indice de développement humain, ça arrive 187 sur 189, c'est un vrai problème. C'est un pays... c'est un pays clanique. Il faut quand même dire que les militaires sont tous Zagawa. Pas de Goran dans les officiers supérieurs? Très peu de Goran. C'est vraiment le risque d'ailleurs pour ce pays. Hein. Ça veut dire, c'est vraiment... Moi, je trouve le principal risque, c'est qu'il ne faudrait pas revenir à ces guerres entre chefs politico-militaro-ethniques, entre Goran... il y a en ce moment ce qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est toute la famille, frères et autres d'Idriss Déby qui sont au pouvoir ou dans tous les postes les plus stratégiques du pays. Et ça, c'est très malsain. Et c'est vrai que c'est sur l'ensemble de l'Afrique. Plus le chef se maintient au pouvoir, plus il s'enferme avec son clan, ses frères, ses sœurs. Ça se voit sur l'ensemble du continent, en particulier dans le précaré francophone. Et la plupart du temps, au fur et à mesure qu'il est au pouvoir, il s'enferme avec sa famille, son clan, son ethnie, et il éloigne les compagnons de route. Et ces compagnons de route se font un jour ou l'autre, quand il y a des bouleversements, ils se font adouber et ils arrivent au pouvoir grâce aux sociétés civiles. Quand c'est le jour où Blaise Compaoré a choisi François Compaoré pour lui succéder, c'est ce jour-là où tous ses compagnons de route, comme Roch Kaboré, il est passé dans l'opposition. Ça aurait pu être Zéphirin Diabré, mais ça a été Roch Kaboré, et il s'est fait appuyer par le ballet citoyen. Quand le président Abdoulaye Wade
a décidé que son dauphin virtuel, finalement, c'était pas lui qui lui succéderait, mais c'est son dauphin naturel, Karim Wade, eh ben, c'est le dauphin virtuel, Macky Sall, qui, avec qui y en a marre, qui a accédé au pouvoir. Et on voit bien que dans un certain nombre de pays, quand les gens ils s'enferment comme ça au niveau de leur clan, c'est pour ça que c'est quand même très dangereux quelque part s'il n'y a pas d'ouverture. Alors là, on ne sait pas trop comment ça va devenir au niveau du Tchad, mais quand ils s'enferment, plus ils restent au pouvoir, plus ils s'enferment. Et c'est ça il y a des transitions qui ont réussi comme ça. Regardez, Ali Bongo a réussi à se maintenir. Alors Ali Bongo, on pourrait refaire ça, c'est une vraie émission. Est-ce que finalement Ali Bongo a succédé à son père ou est-ce que c'est un parricide ? Moi, je pourrais expliquer en large pourquoi c'est un parricide. Pourquoi c'est pas sa fille ? Pourquoi c'est pas sa fille ? Exactement. Pourquoi est-ce qu'il a été tenu à bout de gaffe dans les milieux français ? Et pourquoi, finalement, Ali Bongo, il a plutôt une résidence à Londres qu'à Paris ? Alors, le piège africain de Macron, on va y revenir. Le piège tchadien de Macron, c'est que le nouveau conseil militaire qui donne une apparence légale à un putsch. C'est un putsch, en fait, c'est un coup d'État, non ? Oui, parce que normalement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui aurait dû ce carteron d'une douzaine de généraux qui ont pris la main sous la conduite du fils, donc de l'orphelin de Déby, 37 ans, 4 étoiles, mais du courage lui aussi, de la bravoure, il a été blessé au Mali. Est-ce que, si ce conseil militaire ramène les contingents qui sont aujourd'hui au sein de Barkhane, au sein de la MINUSMA, au sein du Niger, ça vaudra le vrai piège de Macron, ce sera qu'il ne pourra pas replier les troupes françaises du Sahel. Exactement. Il n'y a pas de plan B. C'est ça qui est absolument incroyable. Il n'y a pas de plan B. Enfin, à ma connaissance, quand j'ai lu quelques conseillers, enfin un certain nombre de gens, que ce soit au Quai d'Orsay ou ailleurs, ils sont en état de sidération. Par rapport à ce qui se passe au Sahel ou par rapport à la mort Par rapport à ce qui se passe au Tchad. Ils sont en état de sidération parce qu'il n'y a pas de plan B. Ça veut dire qu'ils étaient très contents. Ça se sent même dans la déclaration de Florence Parly qui dit qu'il venait juste de mettre 1200 soldats, un bataillon dans la région des Trois Frontières. Et d'être réélu avec 79 et quelques % des voix, même si personne n'y croit. Et à ce moment-là, ils sont en état de sidération parce qu'il n'y a pas de plan B pour la France, il n'y a pas de plan B pour Macron. Et c'est un vrai piège parce qu'il va donner l'impression finalement d'avaliser une sorte de coup d'État avec le fils qui est pas vraiment légitime. Et puis il a besoin, il va avoir dans ses priorités. Si le Tchad tombe, si le Tchad vacille, c'est tout le Sahel qui tombe. Vraiment, vous croyez à ça ? Oui, parce que quand le Tchad est vraiment, il y a en fait tout le G5 Sahel, c'est d'un côté la Mauritanie qui se débrouille parce qu'ils connaissent bien les djihadistes. Donc la France pense que les Mauritaniens de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et puis de l'autre côté, il y a le Tchad. Et au milieu, Mali, Burkina Faso et Niger. C'est vraiment, il n'y a rien. Alors, c'est pas ces forces-là. Quand Emmanuel Macron, au moment de la conférence de presse du mois de février pour le G5 Sahel qui se déroulait à N'Djamena, il dit « c'est terminé, la France ne veut plus être en première ligne ». Tout ce qu'elle veut, c'est décapiter les franchisés du G5 Al-Qaïda du Maghreb islamique, Iyad Rali, et puis aussi pour le Nord, Amadou Koufa. Pourquoi ? Pour venger la mort des soldats français. Il ne faut pas se leurrer, mais dans la stratégie, c'était ça. Il faut venger la mort des soldats français, il faut ramener des scalps, et puis voilà, le reste, c'est aux Africains de faire le boulot. Et on s'appuie sur qui ? Sur le Tchad. Et s'il n'y a plus le Tchad, qu'est-ce qui se passe ? Et dans le même temps, ou en même temps, comme il dirait lui-même. La stratégie d'Emmanuel Macron, c'est que s'il n'y a pas le Tchad, il y a l'Europe. C'est rêver qu'il y ait un relais européen. Et ça n'arrivera sans doute jamais. En tout cas, pas à vue humaine. Les Européens, vous savez ce qu'ils disent, les Européens. Quand vous discutez avec des diplomates européens off, ils disent tous, nous, vous savez, nous, on fait le business, la France fait la sécu. Ça nous arrange. Mais c'est ça. La réalité, c'est ça. Alors, si on met de côté Idriss Déby et cet événement qui quand même marque considérablement l'actualité africaine, c'est très important ce qui vient de se passer, on voit que Emmanuel Macron a tenté de changer finalement les alliances. Il a essayé réellement
en négligeant d'ailleurs les anciens parrains du continent et de la relation franco-africaine, et en essayant de miser sur d'autres chefs d'État africains, et puis d'autres relais qui sont les Africains de la diaspora, qui sont ces interlocuteurs capables de dialoguer avec la diaspora. Le bilan que vous en faites est assez, comment dire, c'est un échec. Oui, il le reconnaît lui-même. Ça n'a pas marché. Il le reconnaît lui-même. D'ailleurs, c'était un truc de communication. On voit bien qu'il sait bien que ce sont les premiers de cordée. Il sait bien, il dit lui-même. Mais il n'y a personne dans la cordée. C'est vrai que dans les derniers de cordée, il a bien vu que ça soit les députés français, même de la République en marche d'origine africaine, on a fait un chapitre, ils sont frustrés, batailleurs, etc. Ils pensaient peut-être que l'un d'entre eux serait un jour ministre de la coopération, et ils voient que tout ça, ils voient qu'il n'y a qu'un homme qui compte. Finalement, pour la coopération et le développement, c'est le financier de l'Agence française de développement, Rémi Rioux. Et puis pour le reste, la plupart des gens... Un chapitre entier consacré quand même à la querelle entre la Caisse française, l'Agence française de développement et le Quai d'Orsay. C'est quand même amusant. La guerre des égaux. 13 milliards d'euros d'un côté avec, je ne sais plus, même pas 3 000... ou je ne sais plus s'ils sont même pas 3 000 à l'AFD. De l'autre côté, vous avez 14 000 diplômes qui ont 3 milliards. Non, il n'y a pas que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que l'AFD s'occupe de tout. Je veux dire, les militaires, le sport, la musique, la chanson, la culture. Et en fait... Il y a beaucoup de com' quand même dans cette politique africaine. Il y a beaucoup de com', et surtout, ça rejoint quand même l'idée qu'on peut faire qu'il est vraiment soft power, qu'on peut, avec la diplomatie d'influence, avec la culture africaine, pour oublier finalement, pour ne pas avoir de relations bilatérales avec les autocrates ou la France-Afrique qui l'aborde, on voit que du coup, il se dit, je vais passer par le multilatéralisme, la conférence le 18 mai sur les financements, et puis je vais zapper totalement les autocrates. Je ne vais plus faire un sommet Afrique-France à Bordeaux à cause de la pandémie. Ça lui a permis finalement de passer à Montpellier le 9 juillet à une nouvelle conférence Afrique-France, société civile et diaspora. Comme ça, j'invite... Je pense même pas qu'il y aura un chef d'État. C'est vraiment un truc. Quel est l'intérêt? Quoi? Éviter de se lire les mains? De pas avoir l'impression de se commettre? C'est du dépit par rapport à l'échec au niveau africain. Parce qu'ils seront encore là dans 2 ans et pas lui? Parce que il sait plus, il voulait sortir. Il dit quand même carrément, pour sortir de la France-Afrique, il faut aller dans les pays anglophones. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ses prédécesseurs. Il utilise la francophonie pour régler sa politique. Du coup, il offre la francophonie à comment s'appelle, Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo, qui la première avait dit cette belle phrase qui maintenant qui prend un certain goût, c'était un certain sel, qui avait dit le français ne mène nulle part. Oui. Le français ne mène nulle part. La francophonie réinventée avec l'ennemi d'hier. C'est le titre du chapitre. Il y a aussi la monnaie de tous les malentendus, le CFA, la démocratie rêvée hors du précaré, des députés missionnaires batailleurs et frustrés, la restitution à minima du patrimoine africain. Pourquoi à minima? À minima parce que ça a complètement échoué. C'est pas parce que Édouard Philippe est allé rendre le sabre au Martal, d'ailleurs, et puis parce que soi-disant que le fils de Martal avait été ensuite à Saint-Cyr. C'est du symbole, on est dans le symbole. En plus, la famille de Martal, ils voulaient les manuscrits qu'ils n'ont pas obtenus, mais comme Édouard Philippe, il a dit que lui-même avait un sabre dans son bureau, il avait été offrir le sabre. Je vais vous poser une question vraiment déplaisante, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a surtout autour d'Emmanuel Macron pour mener cette politique des hommes qui sont de trop petites pointures? Je ne pense pas que c'est une question de... Je pense pas que c'est une pas question... les hommes, c'est le dispositif qui pêche. Oui, moi je ne crois pas. Je pense que c'est pas tellement le dispositif qui pêche, si on parle de malentendu du CFA, c'est le refus de regarder. Il n'a pas suffisamment d'historiens autour de lui. Il n'a pas suffisamment... Et pourtant, il a le sens de l'histoire. Il a le sens de l'histoire, mais il a le sens de l'histoire dans les symboles, dans forme de mémoriel. Mais par exemple, de croire
qu'on peut zapper, comme il a voulu le faire en allant à Ouagadougou, zapper toute la période post-coloniale de 1960 à la chute du mur de Berlin en 1990, de prendre comme ça une ardoise magique, je zappe et je dis bon ben maintenant on ne regarde pas dans les rétros, on continue comme ça, sans voir que toutes ces relations entre la France et l'Afrique, etc., que c'est un gros bateau, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain parce que ça se ne décrète pas. Il y a des gens, il n'y a plus les hommes, il n'y a plus rien. On ne change pas la relation par décret. Lui-même s'en rend compte, il dit, sur le plan du business, il dit lui-même, on dégringole, ce sont ses propres mots. Donc il s'en rend compte. Et quand il finit par être énervé de nos questions, plutôt c'est lui qui parle, etc., il finit par dire, oh, puis la France-Afrique, de toute façon, c'est un truc, il dit, c'est un truc, ça va passer, c'est générationnel. Mais quand on dit générationnel, ça veut dire que c'est quand même du temps, c'est une génération. C'est 30 ans. Voilà. L'indépendance, il y a 60 ans. 60 ans de colonisation, 60 ans d'indépendance, ça fait 4 générations. Antoine Glaser, Pascal Hérault, Le piège africain de Macron, c'est publié chez Fayard. Évidemment, il faut le lire pour essayer de comprendre. Et ça se lit comme un roman, vraiment. C'est pas un pinceau. Bravo à vous. Merci d'être venu jusqu'à Télé Sud. Ainsi va le monde sur cette chaîne formidable.